Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Bamako. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 26 février 2024, cette nouvelle parution sur le terrorisme, Mali, les défis du terrorisme en Afrique, le livre est signé colonel Alpha Yaya Sangaré, docteur en sciences politiques, cet officier supérieur qui a passé plusieurs années sur des terrains minés par le fléau, propose son analyse mais aussi ses solutions à suivre dès le début de ce journal. L'actualité hors de nos frontières, la présidentielle au Sénégal, c'est aujourd'hui que démarre le dialogue national proposé par le président Macky Sall. Problème, 16 des 19 candidats réunis dans un front commun ont décidé de ne pas y prendre part. D'ailleurs, des votes symboliques ont été organisés hier, date initialement prévue pour la présidentielle. Réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, la rencontre s'ouvre aujourd'hui à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Les négociations s'annoncent laborieuses à cause notamment des tensions internationales. Obtenir des résultats sera difficile, reconnaît la directrice générale de l'organisation. Le grand format du lundi s'intéresse aujourd'hui au langage du journaliste. Dans la théorie, les règles sont la clarté, la précision et la concision. Sont-elles respectées par tous? Loin de là, nous dira le chroniqueur du lundi. Et puis les sports, le Stade de Bamako qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. C'est la principale information sportive du week-end. À cela, il faut ajouter la fin de la 5e édition du Salon des Sports. L'événement a clos ses portes hier. Fotigui Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les réflexions d'un fin connaisseur sur le terrorisme au Mali et en Afrique, oui. Après avoir passé plusieurs années sur des terrains minés par le phénomène, le docteur en sciences politiques, le colonel Alpha Yaya Sangaré, vient de publier un livre intitulé « Mali, les défis du terrorisme en Afrique ». Dans cet ouvrage, l'auteur propose son analyse, mais aussi ses solutions pour vaincre le mal. La cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage était présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le reportage de Moussa Papa Aïdara. Quand un officier supérieur de la gendarmerie décide d'ouvrir le débat autour de la Grande Muette, cela s'appelle Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Un exercice périlleux dans un contexte de guerre. Dans cet ouvrage de 400 pages se cache entre les lignes le bilan contrasté de la lutte antiterroriste sur le continent en général, la situation actuelle du Mali en particulier. L'officier qui ajoute une corde à son arc s'interroge sur le futur des nations africaines. Des interrogations assorties de pistes de solutions. L'auteur, le colonel Alpha Yaya Sangaré,
brise la glace et partage son analyse qui découle de son vécu dans la lutte contre le terrorisme. Colonel Alpha Yaya Sangaré, auteur du livre. Après plusieurs années en opération au nord du Mali, j'ai eu le temps suffisant d'analyser les différents problèmes auxquels j'ai eu à faire face. Et dans cet ouvrage, je donne une solution, je donne ma solution. Et la solution pour moi qui peut nous assister et nous permettre d'éradiquer ce phénomène. Déployé pour une mission de défense à Gao, le docteur en sciences politiques a su allier la force des armes et sa maîtrise de la plume qu'il trempe désormais dans l'encre noire d'où baignent les forces obscurantistes. Cela afin de lever le voile sur ce mystère et jouer doublement son rôle de défenseur de la patrie. Je me suis rendu compte à un certain moment qu'on était en train de mystifier le terrorisme et que ce n'était pas un fait mystique et que c'est un élément avec lequel nous vivons tous les jours, qu'il fallait juste avoir différentes approches pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Fruit de 2 ans de labeur sur un livre dans lequel chaque phrase, chaque mot vaut son pesant d'or. Les contributions d'éminents professeurs ont été d'un apport inestimable. Alioune Badra Diop, directeur de thèse de l'auteur. En lisant l'ouvrage de l'auteur, on se rend compte qu'il fait une compilation de tous les textes majeurs du droit international public qui parlent du terrorisme. Et donc des exemples empiriques ici et là en Afrique et dans le monde où le terrorisme est une contrainte qui pèse sur le fonctionnement régulier des institutions. Mais le problème, c'est que le terrorisme en soi n'a pas reçu une définition consensuelle de la part des chercheurs. On ne sait pas ce que c'est que le terrorisme. La sempiternelle question du terrorisme et la criminalité nationale constituent une menace majeure à la paix et à la sécurité dans la bande sahélienne. Un défi pour les dirigeants. Le Mali entend s'appuyer sur de tels exemples afin de renforcer sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le cas du Mali est un laboratoire pour le reste de l'Afrique. Vous vous souviendrez qu'en 2012, nous avons perdu malheureusement plus de la moitié de notre territoire national. Aujourd'hui, grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Mali contrôle l'ensemble de son territoire national. À partir d'un défi, le Mali a su transformer ce défi en opportunité. Par le biais de la question terroriste, c'est une réflexion sur la manière dont le Mali et tous les continents doivent envisager leur avenir. L'auteur, le colonel Alpha Yaya Sangaré, notifie qu'il épouse désormais l'écriture comme une nouvelle passion. Il n'est donc qu'au premier épisode d'une longue série. 7h07 à Bamako, un mot des œuvres sociales du président de la transition qui font une halte dans les églises à l'occasion du mois de Carême. Oui, le Carême en cours depuis le 14 février. Le Carême, un temps de conversion intérieure pour les fidèles chrétiens. Des denrées alimentaires ont ainsi été remises à l'église catholique, mais aussi aux églises protestantes et évangéliques. Et c'est le conseiller spécial du chef de l'État en charge des œuvres sociales qui a procédé à ces remises en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes. Donc, le reportage est signé Maïmouna Guindo. 2 émissaires du chef de l'État dans les locaux de l'archevêché à Bamako, avec les bras chargés. Ils viennent remettre une quantité importante de vivres à la communauté catholique en ce mois de Carême. Par ce geste, le président de la transition exprime ainsi toute sa solidarité à ses frères et sœurs chrétiens. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Les œuvres sociales s'intensifient et se diversifient. Il a dit le Mali ne se construira pas sans aucun Malien. Un geste symbolique pour accompagner la communauté chrétienne et leur dire que le président de la transition est de cœur avec eux et leur demander de faire des bénédictions pour le Mali en général. Au total, 20 tonnes de riz, 100 pâtes alimentaires ainsi que 100 bidons d'huile sont remis aux fidèles catholiques. Un don qui leur permettra de passer le mois de Carême sans grande difficulté. Cardinal Jean Zerbo. Ce qui me réjouit, c'est que nous allons dans la même direction. Nous allons dans la même direction parce que c'est cette période dans laquelle nous sommes, pour les communautés chrétiennes, c'est la préparation des fêtes de Pâques. Et cela se prépare 40 jours de jeûne et de prière. Alors merci infiniment pour ce geste. Grâce à votre sympathie, nous pouvons encore dire aux Maliens que nous sommes cela. Un peuple, un but, une foi. Comme l'archevêché, l'AGPM bénéficie également de l'élan de solidarité du président de la transition. Elle a reçu les mêmes quantités de produits alimentaires
pour le même objectif, accomplir dans la sérénité ses obligations religieuses. Révérend pasteur Dr Nou Ag Infa Yatara. Des chrétiens, effectivement, qui prient et qui jeûnent, mais aussi qui mangent. Et donc, en répondant à ce cri, nous ne pouvons que vous dire merci au nom de tous ceux qui vont en bénéficier. Nous prions chaque jour pour les uns et les autres afin que le Mali bas, le Mali Koura, soit un havre de paix et de bonheur pour chaque Malien. Ces dons du chef de l'État aux communautés catholiques et protestantes sont les témoignages éloquents du respect de la laïcité du Mali, de quoi réjouir celui en charge des confessions religieuses. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Aujourd'hui, je suis un ministre très comblé de joie. Voilà encore le président de la transition, chef de l'État, vient en aide à nos frères chrétiens pour leur mois de carême. Monsieur le Président, qu'il soit ici très remercié. Que Dieu ait pitié de notre pays grâce à ces genres de dons. L'activité entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Elle répond parfaitement à l'affirmation de Raoul Folero, selon laquelle nul n'a le droit d'être heureux tout seul. 7h10, la crise énergétique, parlons-en. Les membres de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du Conseil national de transition poursuivent leur série de visites de terrain. La délégation conduite par l'honorable Hassan Sidibé était ce week-end donc à Selengue. La localité, vous le savez, abrite un ouvrage majeur, la centrale de Selengue. Constat, la centrale ne fonctionne qu'à la moitié de ses capacités. Selengue fournit en effet actuellement 23 MW d'électricité sur une capacité totale de 46. Boubacar Bablé-Touré. Après la visite des centrales de Balengue et Sirakoro, c'est au tour de la centrale hydroélectrique de Selengue. L'objectif est le même, s'assurer de la fonctionnalité des installations en vue de garantir la desserte en électricité pendant le mois de Ramadan qui s'annonce. Ici, sur une puissance initiale de près de 47 MW, ce sont 23 MW qui sont fournis par l'ouvrage, une situation qui s'explique. Hassan Sidibé, président de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT. C'est une centrale hydroélectrique laissée à l'abandon et qui date de 1982, sa mise en service. À aujourd'hui, on n'a fait qu'un seul entretien en 2007, alors que c'était des entretiens décennales chaque 10 ans. On ne peut pas délaisser un joyau de ce type qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et qui donne le courant à 20 francs, 30 francs CFA pour se diriger sur des groupes électrogènes qui fonctionnent au gasoil et qui ont des coûts de production au-delà de 200 francs CFA. Face à cette réalité, les autorités de la transition veulent prendre le taureau par les cornes à travers un certain nombre de solutions. Hassan Sidibé, président de la commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT. Nous avons pu depuis 2020 lever des fonds pour l'entretien. Ça avait commencé avec l'embargo, ça s'est arrêté. Mais les autorités ont tout mis en branle ces derniers temps pour que les travaux reprennent. Alors, les sociétés qui ont eu le marché ont repris les travaux. Donc, c'est ça notre part de joie dans ce que nous avons vu aujourd'hui. Les grands travaux sont en cours. Aujourd'hui, il y a la grande ligne interconnexion de Manantali, qu'on appelle Manantali D, qui a débuté, qui a progressé de manière fulgurante ces derniers mois, qui est en construction, qui va bientôt terminer. Comme vous le savez, il y a 4 points de production d'électricité dans la région de Caï. On produit l'électricité, mais on n'arrive pas à l'évacuer parce que la ligne qui est là-bas est une ligne qui ne peut pas dépasser 150 km. Donc on est en train de faire la deuxième ligne pour pouvoir évacuer toute l'énergie produite dans la région de Caï. Une visite des installations a permis à la délégation de se rendre compte qu'il est urgent de donner un coup d'accélérateur à la centrale de Selengue pour combler le déficit énergétique que connaît notre pays. Un tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. La présidentielle au Sénégal, plusieurs votes symboliques ont été organisés hier, 25 février, date initialement prévue pour l'élection présidentielle, mais malgré l'invalidation du report du scrutin par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall n'a toujours pas fixé de nouvelles dates et a appelé à un dialogue qui commence ce lundi. Opposé au dialogue proposé par le président Macky Sall, les 16 candidats réunis dans un front commun ont annoncé vouloir saisir le Conseil constitutionnel pour trouver une sortie de crise. Hier, seuls 3 des 19 candidats retenus pour la présidentielle avaient confirmé leur présence donc aux concertations nationales convoquées aujourd'hui par le chef de l'État au Centre international de conférence de Diamniadio. Leur objectif premier, fixer une nouvelle date pour l'élection
présidentielle. Le Premier ministre tchadien est actuellement en tournée aux États-Unis et en Europe pour rencontrer les institutions financières internationales. Success Masra, ancien opposant rentré d'exil et nommé à la primature en début d'année, a entamé une visite d'une dizaine de jours dans le but de mobiliser des financements pour son pays, notamment en vue de l'élection présidentielle. Les ministres des Finances, de l'économie sont du voyage. Ils visiteront la Banque mondiale qui organise à Washington le forum sur les pays fragiles et affectés par les conflits. Ils iront aux Nations Unies à New York, rencontreront des officiels américains et français ainsi que la direction du Fonds monétaire international. L'objectif est de mobiliser des ressources pour appuyer la fin de la transition. Pendant ce temps, une coalition de quelques partis politiques de la société civile dénommée Nous le peuple appelle la population à une opération ville morte ce lundi sur toute l'étendue du territoire tchadien. Cette action d'une ville morte vise à réclamer au gouvernement tchadien de trouver des solutions aux multiples maux et surtout à la cherté de la vie et à la malgouvernance de l'État. L'appel a été lancé au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu samedi à N'Djamena. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement en majorité européens se réunissent lundi à Paris pour réaffirmer leur unité et leur soutien à l'Ukraine en situation très difficile après plus de 2 ans d'une guerre éprouvante face à Moscou. La grande majorité des dirigeants européens, dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais, ainsi que les premiers ministres de 15 pays de l'UE seront présents à cette réunion à l'Élysée qui sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La victoire ou la défaite de l'Ukraine dépend de vous, a lancé hier à ses alliés le président Zelensky. Des représentants américains et canadiens participeront à la réunion ainsi que le chef de la diplomatie britannique David Cameron. Le but est de mobiliser, de remobiliser donc et examiner tous les moyens de soutenir l'Ukraine. Les ministres des 164 pays membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, se retrouvent aujourd'hui à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis pour une réunion de 4 jours sans perspective claire de résultats dans un climat de tensions internationales et de transport mondial de marchandises perturbées. Les négociations de cette 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'annoncent laborieuses. Obtenir des résultats sera difficile en raison des vents contraires économiques et politiques, mais les négociations se tiendront jour et nuit, a averti la directrice générale de l'organisation, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Je vous rappelle que les décisions au sein de l'organisation sont prises par consensus. Le Proche-Orient à présent, les autorités israéliennes et le Hamas palestinien poursuivent leurs négociations en vue d'une trêve à Gaza. Après Paris, les discussions ont repris hier au Qatar, mais en attendant, les combats se poursuivent. Israël a menacé de lancer un assaut sur Rafah, ville de l'extrême sud de l'enclave palestinienne où plus d'1 million de déplacés avaient trouvé refuge. Alors que les combats se rapprochent de Rafah et que la crainte d'une offensive grandit, certains de ces déplacés ont choisi de rentrer chez eux. L'armée israélienne a d'ailleurs présenté un plan pour l'évacuation des populations civiles des zones de combat dans la bande de Gaza. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. À 7h17, nous revenons ici au Mali avec le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui au langage du journaliste. Oui, le journaliste qui ne critique pas que les autres dans la théorie. Les règles sont la clarté, la précision et la concision. Sont-elles respectées par tous? Loin de là, en témoigne l'utilisation d'expressions comme les plus hautes autorités dans un proche avenir, ne ménager aucun effort, ou encore le leadership éclairé, des terminologies qui sont plutôt politiques et diplomatiques selon le doyen Tiona Mathieu Koné. Il est professeur à l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. On va le retrouver dans le grand format du lundi, une signature de Bourama Traoré. En ce mardi 20 février 2024, Bamako était enveloppé dans un épais brouillard qui réduisait la visibilité, un phénomène météorologique qui n'empêchait point de vaguer à ses occupations, comme ici à l'école de journalisme et des sciences de la communication, où les futurs confrères apprennent le métier avec des aînés d'une grande expérience professionnelle, parmi lesquels Tiona Mathieu Koné qui nous accueille dans la cour de l'école avec son sourire habituel. Il fait partie de l'équipe d'encadrement de l'établissement. Ce n'est pas un cours magistral que propose le doyen, mais plutôt un coup d'œil dans les papiers des journalistes qui contiennent des terminologies souvent inappropriées comme le proche avenir. Les journalistes aiment dire proche avenir, puisque notre écriture radiophonique exige de la précision.
C'est à vous de savoir. Quand vous interviewez quelqu'un qui vous dit c'est dans un proche avenir, si c'est aussi proche, c'est que c'est déjà été fixé. La relance de la question, c'est vous voulez dire que le mois prochain, ou bien la semaine prochaine, ou bien cette année, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas me lancer dans une réponse à une de mes questions dans un proche avenir. Ça, c'est le discours politique. Le journaliste n'a pas à se contenter de la réponse du genre dans un proche avenir. Non. Parce que vous éclairez l'opinion, vous informez l'opinion, vous sensibilisez l'opinion, vous éduquez l'opinion. Il faut de la précision et cela passe par l'écriture. L'écriture journalistique doit obéir à des règles telles que la clarté, la concision et la précision. Mais quand ces règles ne sont pas respectées, la compréhension devient naturellement difficile. Difficile de comprendre cet autre terme à la mode, à savoir le leadership éclairé. Tout leadership est éclairant, sinon il n'est pas. Bon, ça c'est des terminologies pas journalistiques et on n'a pas à les répéter. C'est des convenances diplomatiques, politiques même d'ailleurs. On le dit d'ailleurs pour montrer quoi que celui qui est l'autorité plus éclairée que les autres, on n'a pas à vanter plus que ça. Ce n'est pas notre rôle. Toute autorité a un titre. Si elle a un titre connu du journaliste, il n'y a pas à en ajouter. Pour faire quoi? Pour plaire, il n'a pas à tomber dans ces qualifications qui n'apportent rien, sincèrement, à l'auditeur. Rien à l'auditeur, puisque le leader par définition est celui qui conduit, oriente et vérifie la pertinence des visions, des chemins choisis. Bref, n'est pas leader qui le veut. Comme le leadership éclairé ne ménageait aucun effort, constitue du sel qui donne du goût à certains reportages. Pour le journaliste Tchona Mathieu Kone, c'est des termes parfois à contresens. Il s'emploie, tel directeur général s'emploie à mettre en œuvre la politique gouvernementale, à traduire concrètement. Mais si par paresse intellectuelle on ne veut pas bien écrire la phrase, on tombe dans il ne ménage aucun effort. Vous voyez, c'est de la terminologie politique pour plaire à la hiérarchie. Et je répète, ce n'est pas le rôle du journaliste, ni du service public, et ça n'ajoute rien au professionnalisme. Tout comme l'expression les plus hautes autorités, couramment utilisée par les confrères. Pourtant, elle est plus politique et diplomatique que journalistique selon le doyen Tchona Mathieu Kone, qui se pose même la question. Les termes les plus hautes autorités, pour résumer quoi? Donc, c'est un peu de la tautologie, comme on dit. Donc, je préfère qu'on dise les autorités. Et quand on dit les autorités, elles sont forcément hautes. Ou bien c'est monsieur le directeur général, ou bien c'est monsieur le gouverneur, ou bien c'est monsieur le ministre. Si c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Si c'est le président de la République, c'est monsieur le président de la République. Mais ça ne peut pas être les plus hautes autorités. C'est des termes un peu diplomatiques, politiques, de civilité qu'on s'envoie selon les situations et dans le vif de l'actualité, dans le vif de l'événement. Des terminologies parmi tant d'autres qui constituent des ingrédients de trop pour une sauce informative destinée aux auditeurs. Pour rendre nos plats quotidiens mangeables, disons nos papiers de reportage plus digestes, Tchona Mathieu Kone donne des recettes. Quelle que soit la langue qu'on emploie, on se doit de faire l'effort de maîtriser les subtilités et cela nous fait gagner en crédibilité. Parce que c'est le journaliste qu'on écoute et c'est sa mission. Il y a des fautes dans lesquelles on ne doit pas tomber. Il peut y avoir des lapsus qui ne se trompent pas. Nul n'est infaillible. Il ne faut jamais se dire « j'ai fini d'apprendre ». Non, on ne peut pas tout connaître, mais on doit tendre à bien cerner ce dont on va parler pour être bien compris. Parce que c'est une formation continue, l'exercice du journalisme. Parce que vous touchez à des sujets divers. Sujets divers et variés dont le bon traitement nécessite une bonne dose de culture générale. Comme dirait l'autre, l'école forme, mais c'est la culture qui fait l'homme. – 7h23, l'heure des sports ce matin avec Fotigi Tunkara, fidèle au poste. Bonjour Fotigi. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Rideau sur la 5e édition du Salon des sports du Mali. Oui, les portes du SASMA édition 2024 se sont refermées hier au Palais des Sports Salamatou Maïga ACI 2000. Durant 3 jours d'exposition, des panels et des partages d'expériences, les fédérations sportives nationales ont profité de cet espace d'étalage de bulletins pour exposer leurs moissons, trophées et médailles et récolter lors de compétitions. Au dire des organisateurs, cette édition de la relance a été un franc succès. Je vous propose de suivre à la clôture la satisfaction du président du comité de pilotage du SASMA 2024, Mohamed Alassane, au micro de notre reporter Sargatou Sissé.
Nous avons atteint nos objectifs. Nous avons organisé la 5e édition après plusieurs années de rupture. Il n'était pas évident que nous organisons cette édition. Avec le concours du ministre de la Jeunesse et des Sports, nous avons organisé cette 5e édition. Et de l'avis de tous les participants, cette édition a été une réussite totale. Nous allons en tirer beaucoup d'enseignements qui vont certainement nous servir pour mieux organiser la 6e édition. Voilà, Mohamed Alassane, président du comité de pilotage du SASMA 2024, qui s'exprimait ainsi à la clôture de cette édition 2024 au micro de notre reporter Sragatou Sissé. La principale info du week-end sur les pelouses, le Stade malien de Bamako qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération Fotigui. Oui, belle opération du Stade malien de Bamako, un match comptant pour la 5e et avant-dernière journée du groupe D de la Coupe de la Confédération hier. Au stade du 26 mars de Rimadio, les Blancs de Bamako ont battu les Diables Noirs du Congo par le score d'un but à 0, but inscrit à la 90e minute de jeu par un nouvel entrant, Lamine Kouma, en tandem avec le capitaine du Stade malien de Bamako, Franck Tissier, passé décisif. Avec cette victoire, le Stade malien de Bamako totalise désormais 10 points et met fin à tout suspense dans ce groupe à une journée de la fin de la phase des poules. Je vous propose de suivre à chaud la réaction après match de Sekou Sekbako, l'entraîneur du Stade malien de Bamako, que nous avons pu joindre au téléphone. On savait qu'il jouait à ce niveau contre une équipe qui occupe la dernière place de notre poule. Ça n'allait pas être du gâteau. On savait que ça allait être très très compliqué. Donc on s'est donné les moyens de pouvoir aller chercher les 3 points. Je pense que les jeunes ont répondu présent. Ils sont battus avec les armes qu'ils ont et ils ont vraiment été à la hauteur. Moi je les félicite, j'ai dit bravo. Et c'est en tout cas un sentiment de joie, de fierté, beaucoup de fierté, je le dis, puisque ça faisait au moins plus de 10 ans qu'aucun club malien n'est arrivé à franchir ces caps. Aujourd'hui, Dieu merci, nous on est en quart de finale et on dit bravo aux jeunes. Voilà, bravo aux jeunes d'Ixit Sekou Sekbako, l'entraîneur du Stade malien de Bamako, qui réagissait juste après la victoire et la qualification du Stade malien de Bamako pour les quarts de finale. Et en dehors de ce match Stade Diable Noir Fotigui, d'autres rencontres étaient au programme de cette 5e journée de la Coupe de la Confédération. Oui, notamment le second match de ce groupe D qui a mis aux prises Sekoukoune United d'Afrique du Sud et la Renaissance sportive de Berkane du Maroc. Les deux équipes n'ont pas pu se départager. Elles se sont quittées 2-2 avec un nul blanc 0-0. Malgré ce nul, Berkane conserve la tête de ce groupe avec 11 points devant le Stade malien de Bamako. Sekoukoune et Diable Noir, respectivement 3e et 4e avec 5 et 1 point, sont désormais éliminés. C'est dire que la 6e et dernière journée qui prévoit Berkane, Stade malien et Diable Noir Sekoukoune le 3 mars prochain n'aura autre enjeu que le prestige. Autre résultat de cette 5e journée des groupes de la Coupe de la Confédération, Al Hilal de la Libye a gagné 2-1 contre l'USM d'Alger. Abu Salim de la Libye a perdu 2-1 contre Zamalek d'Égypte. Dreams FC du Ghana s'est imposé 1-0 devant le club africain de Tunis. Académie d'Angola s'est incliné 3-2 face à River United du Nigeria. Support d'Afrique du Sud et Futur FC d'Égypte ont fait match nul 1 but partout. Enfin, Club olympique de Koya de Guinée-Conakry et Sagrada Esperance d'Angola ont également fait match nul 0-0. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Et belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Cette nouvelle parution sur le terrorisme, Mali, les défis du terrorisme en Afrique, le livre est signé colonel Alpha Yaya Sangaré, docteur en sciences politiques, cet officier supérieur qui a passé plusieurs années sur des terrains minés par le fléau, propose son analyse, mais aussi ses solutions. L'actualité hors de nos frontières, la présidentielle au Sénégal, c'est aujourd'hui que démarre le dialogue national proposé par le président Macky Sall. Problème, 16 des 19 candidats réunis dans un front commun ont décidé de ne pas y prendre part. D'ailleurs, des votes symboliques ont été organisés hier, date initialement prévue pour la présidentielle. Réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. La rencontre s'ouvre aujourd'hui à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les négociations s'annoncent laborieuses à cause notamment des tensions internationales. Obtenir des résultats sera difficile, reconnaît la directrice générale de l'organisation. Le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui au langage du journaliste. Dans la théorie, les règles sont la clarté, la précision et la concision. Sont-elles respectées et par tous? Vous avez compris que tel n'est pas le cas. Loin de là donc, comme vous l'avez compris donc en écoutant la chronique du lundi. Et puis les sports, le stade malien de Bamako qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. C'est la principale information sportive du week-end. À cela, il faut ajouter la fin de la 5e édition du Salon des sports. L'événement
a fermé ses portes donc ce week-end. Il est 7h passées de 28 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation coordination, Ousmane Daou, mise en onde, Alou Koulibaly, mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré. Présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Fatim Dambélé pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.